Il y a beaucoup d'événements dans l'histoire romaine où si une seule personne avait pris une décision différente, le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui aurait un aspect complètement différent. Si Valent avait attendu des renforts de son co-empereur occidental Gratien lors de la bataille d'Adrianople, par exemple, en 378 après Jésus-Christ, les Romains auraient très probablement gagné et les Goths ne seraient jamais devenus un problème. Ou si Stilicho avait agi de manière plus décisive lors de l'invasion de la Gaule en 407, il n'aurait probablement pas perdu la faveur de l'empereur, et ainsi l'Occident aurait pu être sauvé. Ou si Majorien avait décidé de ne pas faire confiance à Ricimer, et avait été plus prudent dans son approche de la restauration de l'Empire romain d'Occident, alors l'Occident aurait pu être sauvé. Et ainsi de suite. Mais l'une des questions hypothétiques les plus intéressantes qui me vient toujours à l'esprit concerne l'un de mes empereurs romains préférés de tous les temps, à savoir l'empereur Flavius Julianus, mieux connu sous le nom de Julian. Que se serait-il passé si ce gars n'avait pas été un peu trop sûr de lui et s'il n'avait pas envahi la Perse? Imaginez que vous êtes un 25 ans qui aime la philosophie. Vous avez passé toute votre vie à étudier les grands travaux néoplatoniciens de Plotin, les anciens travaux de Platon et Aristote, et vous avez été enseigné par Maximus d'Éphèse, où vous avez découvert votre amour pour les anciennes traditions païennes de Rome. Imaginez que vous avez été convoqué à la cour impériale à 24 ans, étant promu caïsar des provinces romaines occidentales, sans aucune expérience préalable de leadership, convoqué par l'homme qui avait ordonné l'exécution de votre père. Imaginez ensuite que vous êtes jeté à l'eau froide, étant envoyé en Gaule pour pacifier cette province de 400 ans de l'Empire romain, qui avait récemment vu des incursions de tribus germaniques, qui avaient parfois réussi à prendre d'assaut les fortifications romaines de Lemus sur le fleuve Rhin. Imaginez ensuite que vous, maintenant âgé de 25 ans contre toute attente sans aucune formation militaire, avez non seulement réussi à défendre la Gaule, mais à vaincre de manière décisive les Alamans à plusieurs reprises, puis plus tard même à vaincre les redoutables Francs, puis à envahir avec succès le territoire germanique de l'autre côté du fleuve Rhin, et à forcer ces tribus germaniques agressives à se soumettre, sauvant ainsi la Gaule de ses envahisseurs, et forçant des milliers de recrues germaniques à rejoindre les forces romaines. Imaginez ensuite que vous êtes proclamé 29 ans à Lutetia, l'actuel Paris. À l'âge de 30 ans, vous battez à nouveau de manière décisive les Alamans, capturant même leur roi. Puis, lorsque l'autre empereur de l'Empire romain, Constance II, l'homme qui avait assassiné votre père, marche contre vous dans ce qui deviendrait certainement une bataille pour les âges, vous êtes miraculeusement sauvé comme par une intervention divine. Constance II est juste terrassé sur son chemin vers vous par une maladie, et avec ces derniers mots, il vous nomme son successeur. Imaginez cela. Alors à l'âge de 30 ans, vous êtes maintenant le seul dirigeant de tout l'Empire romain, alors qu'il y a seulement quelques années, vous n'aviez aucune expérience militaire et n'étiez qu'un gars qui étudiait la philosophie à Athènes. Que penseriez-vous si cela vous était arrivé? Seriez-vous capable de vous retenir après une telle série de victoires incroyables? Ne seriez-vous pas capable de penser que vous avez été choisi par les dieux eux-mêmes pour restaurer le monde romain à sa gloire passée, à sa vieille force, comme il l'était des centaines d'années auparavant à l'époque de César et d'Auguste? Ne penseriez-vous pas que vous êtes invincible et que vous pourriez même affronter l'ennemi le plus puissant des Romains, le vieil ennemi juré, les Perses? C'est peut-être ce que pensait l'empereur Flavius Julianus, également connu sous le nom de Julian, ou parfois aussi Julian II, ou Julian l'Apostate. C'est le défaut de caractère de nombreux grands empereurs qui ont obtenu des succès incroyables en peu de temps. Ils étaient à moelle parfois un peu trop sûrs d'eux. Ils surfaient sur la vague du succès. Ils étaient constamment euphoriques pendant des années, passant d'une victoire à l'autre, dans une montée constante de dopamine, dans un état d'euphorie induit en permanence par le corps. C'est ce qui est arrivé aux grands comme Aurélien, Probus, et même à Majorien. Et c'est ainsi que cela est également arrivé à l'empereur Julien. Nous ne saurons jamais ce qu'il pensait vraiment, mais probablement qu'il voulait non seulement restaurer l'ancienne religion polythéiste de l'Empire romain et réduire le pouvoir du christianisme, mais aussi remporter une victoire décisive sur l'Empire perse. Car s'il réussissait à le faire, il deviendrait un second Alexandre le Grand, vénéré et aimé à la fois par les païens et les chrétiens. Les chrétiens n'auraient alors d'autre choix que de l'accepter.
Et peut-être pourrait-il ainsi convaincre beaucoup d'entre eux de revenir aux anciens dieux traditionnels. Et ainsi, ce jeune personnage héroïque a lancé sa malheureuse campagne en mars 363 après Jésus-Christ avec une force romaine d'environ 80 000 hommes envahissant l'Empire perse. Après quelques succès initiaux, même en venant près de prendre Ctésiphon, la capitale de l'Empire perse, les marées se sont retournées contre lui. Et même s'il a réussi plus tard à regagner du terrain, il a été mortellement blessé lors d'une escarmouche à la fin de juin 363 après Jésus-Christ. Et ainsi est mort ce jeune empereur charismatique. Et avec lui sont morts tous les espoirs des païens de restaurer les anciennes voies de César et d'Auguste. Mais que se serait-il passé si Julian avait été un personnage plus réservé? Et s'il n'avait pas commis la même erreur que les autres grands de l'histoire romaine, à savoir être trop sûr de lui, et s'il était resté modeste, prudent et plus stratégique? En bref, que se serait-il passé si Julian n'avait pas décidé de se lancer dans cette malheureuse campagne perse en 363 après Jésus-Christ? Bonjour amateurs d'histoire romaine tardive, désolé pour la petite pause, me revoilà. Je voulais juste prendre le temps de remercier toutes les personnes qui soutiennent Majorianus via Patreon et l'adhésion à YouTube. Vous faites toute la différence, je ne peux pas vous remercier assez. Car grâce au soutien de personnes incroyables comme vous, je peux continuer à réaliser des vidéos sur des sujets concernant l'Empire romain tardif, parce que nous voulons en savoir plus sur cette époque obscure et fascinante de l'Empire romain tardif que tout le monde balaye si vite. Je suis vraiment reconnaissant que grâce à nos incroyables supporters, je peux me concentrer sur ces sujets d'histoire romaine tardive. Alors, veuillez envisager de soutenir Majorianus via Patreon ou une adhésion à YouTube. Car quelques dollars par mois peuvent faire toute la différence et me permettre de ne pas avoir à me soucier de l'algorithme de YouTube tous les jours et de faire des vignettes et des titres racoleurs. Mais cela me permettrait de concentrer mon énergie mentale sur une meilleure recherche pour des sujets intéressants sur l'Empire romain tardif. Toutes les choses que vous ne trouverez nulle part ailleurs sur YouTube, tous les sujets étranges, obscurs et oubliés de l'Empire romain tardif que les historiens balayent parfois trop vite. Cela me permettrait de continuer à réaliser des vidéos sur de tels sujets. Alors, merci beaucoup amis de soutenir Majorianus et je voudrais remercier à nouveau toutes les personnes qui soutiennent Majorianus via Patreon ou une adhésion à YouTube ou même un don via PayPal. Chaque dollar fait une différence et me permet de réaliser des vidéos mieux recherchées sur l'Empire romain tardif. Merci beaucoup, amis de l'histoire romaine tardive, et retour à la vidéo. Disons que le caractère de Julian aurait été différent. Un ou l'autre trait génétique aurait pu être différent. Ou un ou l'autre événement de l'enfance aurait pu se passer différemment, ce qui l'aurait affecté d'une certaine manière. Disons qu'en conséquence, il n'aurait pas été si affecté par ses succès précédents et qu'il serait resté à Constantinople. Julien, dans notre chronologie, est entré à Constantinople en tant qu'unique empereur de l'Empire romain en décembre 361 et il a quitté la ville un demi-an plus tard, en mai 362. Son choix de résider à Antioche était bien sûr évident. Non seulement c'était une ville importante, mais elle était aussi d'importance pour les païens en raison de l'oracle d'Apollon à Daphné, qui était situé près d'Antioche. Mais bien sûr, Antioche, étant proche de la frontière avec la Perse, était le lieu de rassemblement traditionnel pour les troupes romaines de l'Est, pour les guerres avec l'ennemi éternel à l'Est. Si Julian n'avait pas décidé d'attaquer la Perse, je pense donc qu'il n'aurait pas déménagé à Antioche, mais qu'il serait resté à Constantinople, et au lieu de faire de la campagne perse son objectif principal, il aurait utilisé toute son énergie pour créer une nouvelle religion païenne néoplatonicienne comme contrepoids au christianisme. Julian savait exactement que le christianisme gagnait du terrain, principalement parce que Constantin et ses fils avaient systématiquement favorisé les chrétiens pour les hautes fonctions de l'État au lieu des païens, et que de plus en plus de lois anti-païennes avaient été mises en œuvre, ce qui rendait simplement peu attrayant d'être païen, forçant donc essentiellement de nombreuses personnes à se convertir au christianisme. Julian a déjà réussi, pendant son court règne, à revenir sur certaines des lois de Constantin et de ses fils. D'une part, il a fait rouvrir tous les temples païens à travers l'Empire et, afin de rendre le paganisme attrayant, il avait l'intention d'élire des grands prêtres similaires aux évêques et papes chrétiens, qui attireraient de nouveaux fidèles. Nous ne devons pas oublier qu'à l'époque de Julian, même pas la moitié de la population était réellement chrétienne. On estime que seulement environ 20 à 30% de la population de l'Empire romain était chrétien à cette époque. Surtout à l'ouest et dans les anciens bastions païens comme Rome,
nous pouvons être assez sûrs que leur nombre était en réalité encore plus bas. À l'Est, il était probablement plus élevé, mais encore, le christianisme était loin d'être sûr de l'emporter sur les autres religions à cette époque. Et donc, si Julian avait décidé de rester plus longtemps à Constantinople, il aurait bien sûr continué avec sa politique de restauration religieuse des anciens dieux. Il était très intelligent et savait que pour gagner contre le christianisme, il aurait dû attiser davantage le dissentiment qui faisait déjà rage entre tous les différents groupes dissidents du christianisme, entre les Ariens contre les Nicéens, contre les Donatistes, et ainsi de suite, sans choisir un camp plutôt qu'un autre, comme cela s'est passé dans notre chronologie avec le triomphe ultime du credo de Nicée sur l'arianisme. Les chrétiens se seraient battus entre eux et auraient peut-être entravé leur propre croissance à travers des guerres religieuses constantes les uns contre les autres. Cela aurait donné à Julian le temps de nommer des grands prêtres basés sur son système de croyances païen néoplatonicien et de les envoyer dans toutes les grandes villes de l'Empire, construisant ainsi un contrepoids aux évêques là-bas, embrassant peut-être aussi une approche païenne plus monothéiste, par exemple centrée sur Sol, mais bien sûr mise à jour avec toutes sortes de visions du monde philosophiques et moralistes, afin de plaire également aux chrétiens. Tous les temples seraient restés ouverts, et ainsi les temples de l'ancienne Agora à Constantinople, qui étaient encore en bon état à cette époque, auraient été redédicacés, rénovés et rouverts. Bien sûr, cela lui aurait fait beaucoup d'ennemis, et il est clair qu'il aurait dû rester très vigilant, car les chrétiens les plus radicaux et fanatiques n'aurait certainement pas hésité à tenter des assassinats. C'est pourquoi il aurait gardé près de lui en tout temps son général franc, Nevita, qu'il avait nommé consul en 362, accompagné d'un grand cortège de gardes du corps franc. Julien a essayé d'imiter le style de Marc Aurèle, qu'il considérait comme le dirigeant idéal, une notion qui a du sens, puisque Marc était en effet un empereur formidable. Et donc Julien débattait avec les sénateurs à Constantinople sur un pied d'égalité, se voyant comme le premier parmi les égaux, comme au bon vieux temps. Mais à l'époque de Julien, le Dominate avait implanté cette image de la grandiosité de l'empereur dans l'esprit des gens, à un tel point que pendant plusieurs années, ces tentatives de restaurer les anciens idéaux du début du Principat auraient été accueillies avec pas mal de critiques et de sourcils levés. Mais bien sûr, de nombreux sénateurs auraient accueilli avec plaisir ce retour inhabituel aux anciens jours de gloire du Sénat. Julien aurait restauré de nombreux anciens sites païens, comme par exemple l'oracle de Delphes, et sous son règne, les Jeux olympiques auraient continué sans relâche. Il est fort probable que tôt ou tard, Julien serait entré à Rome, l'ancienne cité mère. Il savait parfaitement que pour restaurer les anciens idéaux de l'Empire, il trouverait de nombreux alliés dans l'ancien et vénérable Sénat de Rome. Et ainsi, il entra à Rome en 364 après Jésus-Christ, résidant dans l'ancien palais sur la colline du Palatin, qui était resté vide sans empereur, résidant 357, si vous ne comptez pas le court séjour de Constance II en 357. De Rome, le vieux cœur traditionnel, encore très païen de l'Empire, il pouvait promouvoir et mettre en œuvre plus facilement le renouveau païen qu'à partir de Constantinople plus christianisé. À Rome, il était sûr d'avoir le soutien du Sénat encore majoritairement païen. Malheureusement, il est assez improbable que Julian ait eu des enfants. Sa femme, 360 de causes inconnues, et il avait juré le célibat à vie après sa mort. Et donc, pour restaurer les anciennes méthodes qu'il reconnaissait à juste titre comme les jours de gloire de l'Empire, les jours de Trajan, Adrien, Antonin ou Marc Aurèle, il aurait très probablement choisi un successeur sous la forme de l'ancien système d'adoption. Il aurait pu choisir un sénateur païen, éduqué en philosophie comme lui, qui aurait partagé ses croyances. Et donc, au fil des années, logiquement donc, s'il avait vécu plus longtemps, alors Jovien ne serait pas arrivé, ni Valent et Valentinien ne seraient arrivés. Il aurait été très intéressant de voir comment Julian aurait géré l'invasion gothique du milieu des années 370. Les Huns auraient exercé une pression vers l'ouest même dans ce scénario. Et je pense que Julian aurait choisi un jeune empereur capable pour les provinces occidentales comme son fils adoptif, qu'il aurait laissé à Rome pour gouverner l'ouest depuis l'ancienne capitale. Lui, pendant ce temps dans la quarantaine, aurait encore eu assez d'énergie pour faire face aux migrations gothiques. Prévoyant les problèmes massifs que ces migrations auraient pu causer,
il serait retourné à Constantinople pour s'occuper du problème. Il aurait peut-être géré le problème mieux que Valan, qui dans notre chronologie était loin du Danube à Antioche, et est arrivé trop tard lorsque les dégâts avaient déjà été faits et que les Goths s'étaient déjà rebellés. Mais Julian avait de l'expérience avec les tribus germaniques. Il avait vaincu les Alamans et les Francs, et son général loyal et de confiance Nevita, avec ses fédératifs francs, serait resté aux côtés de son empereur. Et donc Julian aurait peut-être pu installer les Goths sur le territoire romain sans aggraver la situation, comme cela s'est passé dans notre chronologie. Les colons gothiques auraient reçu des terres, mais ils auraient dû renoncer à leur roi et rejoindre les Romains en tant que Romains. En retour, Rome leur aurait offert une protection contre les Huns envahisseurs. Et ainsi, Julian aurait eu de nouveaux fédérati gothiques à son service, rejoignant les rangs de ses fédérati francs. Le désastre d'Adrianople n'aurait pas eu lieu, et par conséquent, Théodose n'aurait pas non plus eu lieu. Par conséquent, l'intolérance religieuse du christianisme n'aurait jamais dégénéré. Il n'y aurait donc pas eu toutes les émeutes religieuses, comme dans notre chronologie, et l'Empire aurait également été épargné par ses deux fils incompétents, Honorius et Arcadius. Au lieu de cela, Julian et son co-empereur junior, appelons-le Aemilianus, auraient conjointement géré les invasions germaniques, Julian sécurisant l'Est, tandis qu'Aemilianus sécurisait l'Ouest contre d'autres incursions, tout en renforçant la frontière du Lémus. Disons que Julian aurait atteint l'âge respectable de 65 ans et n'aurait pas été assassiné grâce à ses gardes du corps francs loyaux qui le protégeaient. Ainsi, il serait mort en 396 après Jésus-Christ, ne laissant aucun enfant. Mais Aemilianus aurait pris le titre d'Auguste, et à son tour, il aurait choisi un empereur junior, Julian III. Juliane aurait été déifiée comme l'ancienne impératrice lors d'une cérémonie spectaculaire soit à Rome, soit à Constantinople. Plus probablement dans la Rome païenne, et il aurait été enterré dans son propre mausolée. Et bien sûr, il n'aurait pas été rappelé comme Julien l'Apostate, mais comme Julien le Grand. Le christianisme ne serait pas devenu aussi dominant dans notre chronologie, alors que les chrétiens étaient occupés à se battre entre eux. Un nouveau paganisme néoplatonicien aurait émergé, offrant aux gens une alternative viable au christianisme. Mais le christianisme n'aurait pas disparu. Et qui sait si à un moment donné il aurait fait un retour. Un seul empereur chrétien radical aurait suffi, et tout aurait pu revenir à une théocratie de style théodosien. Mais tant que la lignée d'adoption julianique aurait fonctionné, nous aurions peut-être assisté à un véritable renouveau du paganisme, et à un nouvel âge d'or comme au IIe siècle après JC. Les empereurs païens auraient assuré la continuation de l'ancien système de croyance, et il n'y aurait pas eu de scission finale entre l'Est et l'Ouest, mais le système d'adoption des empereurs seniors et juniors serait resté intact, et le Sénat aurait joui de beaucoup plus de pouvoir, et donc le style de gouvernance aurait peut-être ressemblé davantage au jour du Principat. Les invasions de la Rétie, de l'Italie, de la Gaule et de l'Hispanie, de 401 à 407 après Jésus-Christ, n'auraient pas eu lieu, puisque Honorius n'aurait pas accédé au pouvoir, ni un Alaric n'aurait été là pour harceler l'Empire romain d'Occident. De plus, en l'absence de Théodose en tant qu'empereur, il n'y aurait pas eu de bataille de la rivière Frigidus. Ainsi, il n'aurait pas été nécessaire de retirer des troupes de la frontière du Rhin pour la défense de l'Italie contre Alaric et Radagaisus. Par conséquent, les invasions de 406 et des 406 auraient pu être repoussées beaucoup plus facilement, et donc avec une grande chance de succès. Et donc, dans la chronologie julianique, l'Empire romain d'Occident aurait pu survivre beaucoup plus longtemps, puisqu'il n'y aurait pas eu cette scission définitive et cet éloignement entre l'Est et l'Ouest. Par conséquent, si Julian n'avait pas envahi la Perse, le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui serait totalement différent. L'Empire romain aurait peut-être chuté beaucoup plus tard, et le paganisme aurait peut-être survécu jusqu'à l'époque moderne sous une certaine forme. Mais beaucoup des problèmes intrinsèques de l'Empire romain n'auraient peut-être jamais été résolus. La propension constante aux usurpations, la dépréciation de la monnaie, la barbarisation de l'armée romaine. Et donc peut-être même dans la chronologie julianique, l'Empire romain serait tombé, mais alors sous une forme très différente et pour des raisons très différentes de celles de notre chronologie. Ce serait certainement un monde très intéressant. Mais n'oublions pas que pour les personnes vivant dans cette chronologie, notre monde serait absolument fascinant pour eux. Et j'aimerais tout particulièrement remercier nos nouveaux supporters,
Sol Invictus, Kyle Smith Garage Gamer et Sean Verdesia, ou Sean Verdesia. Je ne suis pas sûr si vous êtes italien ou non, alors veuillez me pardonner. Merci beaucoup les gars pour votre soutien à cette chaîne de la manière la plus généreuse possible. Merci Kyle Smith Garage Gamer et Sean Verdesia ou Verdesia pour votre incroyable soutien et j'aimerais également remercier notre nouveau supporter, Restitutor Orbis, Pierre-Henri Connac. Merci beaucoup Pierre-Henri Connac pour votre soutien si généreux à cette chaîne. Et j'aimerais également remercier nos nouveaux supporters Kaiser, Ambrosios, Bremwin et Todd Howard. Merci beaucoup les gars Ambrosios, Bremwin et Todd Howard pour soutenir Majorianos de manière si généreuse. Sérieusement les gars, cette chaîne n'est possible que grâce à nos incroyables supporters Patreon et membres YouTube. Ce sont des personnes incroyables comme vous qui rendent cette chaîne possible. Alors je vous remercie vraiment du fond du cœur. Et si vous voulez en savoir plus sur les fils de Constantin, vous pouvez regarder cette vidéo dans le coin supérieur droit, mais si vous voulez en savoir plus sur comment le paganisme a été supprimé par le christianisme, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine, Gratias Tibiago et Benevalet.